Et bonjour à tous, merci d'écouter RCF Bordeaux et bienvenue dans votre émission de débat politique, une fois par mois en direct. Au sommaire aujourd'hui, Michel Barnier qui a formé son gouvernement et sera présenté d'ici dimanche. Le Premier ministre est entendu avec le Président de la République 15 jours après sa nomination surprise. Des premiers noms ont fuité, on va en parler. On va aussi s'interroger sur cette rentrée politique inédite. Les Français se retrouvent avec un gouvernement de droite alors qu'ils ont voté à gauche et à l'extrême droite. On va remonter le fil depuis les élections législatives dans un instant. En seconde partie d'émission, on débattra sur un sujet local, l'armement de la police municipale. De plus en plus souvent en première ligne, faut-il ou pas armer ses agents ? La droite le réclame depuis longtemps à Bordeaux et la gauche y réfléchit. Vous nous direz ce que vous en pensez. Le vous, ce sont vous, les 4 grandes forces politiques à l'Assemblée nationale et mes 4 invités aujourd'hui autour de la table dans le studio RCF Bordeaux. Florence Guéry, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée suppléante à Bordeaux Centre EELV, Nouveau Front Populaire. Merci d'être là. Edwige Diaz, bonjour. Bonjour. Pareil, merci d'être là. Députée Rassemblement National sur le Blayais, vice-présidente du parti. Éric Pouliat, bonjour. Bonjour. Député depuis 2017, majorité présidentielle sur Mérignac notamment. Enfin, Guénel Lamarque, exceptionnellement à distance. Bonjour Guénel Lamarque. Bonjour. Premier adjoint de votre ville, le Bouscat, conseiller métropolitain, les Républicains, la droite. Voilà pour le casting. Vous avez le menu de votre émission politique. Et premier sujet donc, la rentrée politique. Depuis l'élection législative anticipée 7 juin dernier, on se demande qui a vraiment gagné. La gauche, le Nouveau Front Populaire, est arrivé en tête avec 182 sièges, mais personne n'a de majorité à l'Assemblée. Résultat, le président de la République s'est attaché à trouver des alliances, comme on vient de le dire, comme vient de le dire aujourd'hui, ce vendredi, l'ancien président François Hollande. On devait avoir un changement, on a eu une restauration, ce sont ces mots. C'est la droite qui hérite du poste de Premier ministre avec Michel Barnier. Écoutez tout de suite la réaction d'un autre socialiste, le président de notre région, Alain Rousset. Comment un président de la République battu aux élections peut-il désigner un Premier ministre qui n'est pas de la formation ou du rassemblement arrivé en tête ? Enfin, ça n'existe nulle part ailleurs. Éric Pouliat, je commence avec vous qui représentez la majorité présidentielle. Question que pose Alain Rousset, beaucoup de Français aussi. Pourquoi la droite et leurs 50 députés seulement à l'Assemblée forment-ils un gouvernement ? Il y a 2 éléments qu'il faut regarder. Le premier, c'est que cette élection législative anticipée suite à la dissolution, on n'a absolument rien réglé. C'est-à-dire qu'au contraire, j'ai envie de dire, tout le monde a perdu. Qu'on ait 182 sièges, 188, 170 ou etc. Enfin, quand on a moins de 200 sièges à l'Assemblée, on pèse rien. Donc en gros, on a acté la tripartition de la vie politique française et qui a un effet immédiat, c'est de neutraliser le rôle de l'Assemblée, puisque chaque bloc peut s'allier avec un autre pour faire battre le troisième. Donc il ne se passe plus rien à l'Assemblée en vérité, et il ne se passera plus rien. C'était une erreur du président ? Je pense que c'en était une, oui, ça très clairement. Je pense que ça a acté le résultat des européennes qui avaient déjà montré la tripartition de la vie politique. Et 3 semaines après, les Français ont voté la même chose, parce que c'est normal, ils sont cohérents, ils n'ont pas voté différemment en 3 semaines. Et donc le résultat législatif est le même. Donc Alain Rousset ou la gauche a beau jeu aujourd'hui de dire qu'elle a gagné. Quand on n'a pas 200 députés à l'Assemblée, on n'a pas gagné. Il en faut 289 pour avoir une majorité. Moi, j'ai passé 2 ans de 2022 à 2024 en majorité relative à 240 députés. Et les mêmes députés socialistes nous disaient que nous étions minoritaires à 240 députés. Donc à 189, je pense qu'ils sont ultra minoritaires. Edwige Diaz, vous comprenez la colère des Français. D'ailleurs, il y aura des manifestations encore ce week-end, manifestations plutôt de gauche. C'est vous et la gauche qui êtes arrivés en tête dans les urnes, et c'est pas vous qui faites de gouvernement. Oui, c'est vrai qu'au Rassemblement national, nous avons été victimes des tripatouillages politiques, c'est-à-dire les désistements, ce que les uns ont appelé Front populaire, alors qu'en réalité, ça s'appelle le Front antidémocratique. Et donc, Marine Le Pen et Jordan Bardella avaient dit, si vous faites ça, nous arriverons à un blocage. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Et moi, je comprends l'exaspération des Français qui se disent, nous avons voté, mais finalement, rien n'a changé. Ursula von der
der Leyen est toujours présidente de la Commission européenne, Emmanuel Macron est toujours président de la République, et puis on se retrouve à un gouvernement qui comporte toujours des macronistes, à la petite différence près, là, c'est que ce sont des LR Macron compatibles qui ont remplacé la majorité des macronistes au sein du gouvernement. Florence Guéry, la gauche, c'est pareil. Est-ce que les Français se posent la question? Ils sont arrivés en tout cas en tête le soir des élections législatives, le 7 juillet, et pourtant, pas de gouvernement, pas de Premier ministre. Oui, alors vous disiez que tout le monde a perdu. Moi, je mettrais en tête la démocratie. On est passé d'un front républicain à l'affront républicain, et c'est un moment qui interroge beaucoup sur notre démocratie. Je comprends qu'Emmanuel Macron, qui défendait corps et âme la continuité de l'État, en fait, il défendait la continuité de sa propre politique. On a quand même une hypocrisie du président de la République qui nous expliquait qu'il ne pouvait pas nommer Lucie Castet au prétexte que le Front populaire ne pourrait pas gouverner. Tous ceux qui nous ont donné aujourd'hui des leçons de stabilité, quand on regarde combien les droites sont en train de se déchirer, il faut quand même se rendre compte qu'on est dans un pays où on a voté comme jamais depuis 81, au terme quand même d'un scrutin que personne n'avait demandé, à part le président de la République tout seul. Il faut d'ailleurs se rappeler que le président de la République, pendant toutes les élections européennes, nous disait qu'il fallait dissocier ces élections de ce qui se passait au niveau national. Donc on est tous et toutes dans l'incompréhension. Ils ont choisi quand même au deuxième tour, il faut le rappeler, de mettre à la porte l'extrême droite. Et on se retrouve avec un ministre qui est issu non seulement du parti qui est arrivé 4e, qui n'a pas fait le Front républicain, et en plus, j'allais dire que l'arbitre des élégances dans tout ça, c'est le Rassemblement national. Donc on est vraiment dans un moment, j'allais dire, presque de dol démocratique. Vous êtes en colère? Mais moi, je suis en colère surtout pour l'ensemble des citoyens qui se sont mobilisés en masse et qui ne comprennent plus rien. Et ma colère aussi, c'est quand même, on est quand même dans un moment où on a l'impression que tout est en l'air. La question de la crise agricole, la question des déserts médicaux, je veux dire, qui se répandent comme des taches d'huile, la question des nombres de personnes à la rue. Et moi, j'ai l'impression que depuis 2 mois, on a au niveau aussi des médias, comme si on commentait un peu des matchs de foot, où finalement Love Story, on parle de la vraie vie des gens. Donc oui, je suis en colère. Guénel Lamarque, pour finir ce tour de table, vous êtes avec nous à distance, mais est-ce que, comme l'a dit le président Rousset, déjà, on ne voit ça nulle part ailleurs, c'est une situation inédite, et pourquoi et comment votre parti, les Républicains, la droite, est devenu un peu l'arbitre et le centre de cette rentrée politique? Alors, si bien entendu on voit des choses ailleurs, mais il faut regarder au niveau des démocraties européennes qui ont des systèmes parlementaires, et notamment des systèmes parlementaires à visée proportionnelle, qui fait qu'après une élection, des coalitions se forment d'un côté comme de l'autre. L'exemple le plus connu et le plus récent, c'est l'Espagne, où le Parti populaire espagnol est arrivé en tête, mais c'est un gouvernement de gauche qui a fait le gouvernement parce qu'il a su trouver des coalitions. Donc, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ces exemples existent en Europe. Sauf que nous avons un énorme problème dans ce pays, et c'est là toute la singularité de ce moment politique. Nous avons des institutions léguées par De Gaulle, qui sont les institutions de la Ve République et donc du fait majoritaire. La Ve République est arrivée après le désastre de la 4e et l'impossibilité d'avoir des majorités gouvernementales. Sauf que, avec la tripartition de la vie publique, nous voilà avec des institutions du fait majoritaire gaulienne de la Ve République, mais avec une vie parlementaire qui ressemble beaucoup à la dernière assemblée de janvier 56, celle de la 4e République. Donc, c'est en gros, pour simplifier, alors là, c'est plus l'analyste qui parle que l'élu engagé, c'est comme si on mettait du diesel dans une voiture à essence ou de l'essence dans une voiture à diesel, en sachant qu'il faudrait qu'on roule tous en hybride. Mais c'est un peu comme ça, ce qui veut dire qu'en gros, à terme, les choses vont malheureusement se détériorer. Sur la question de ma famille politique et d'avoir accepté Matignon, je resterai prudent et pragmatique. Je vous dirai simplement que chaque fois que les institutions républicaines sont en danger dans ce pays, on appelle un gaulliste. Point. Et Michel Barnier a l'expérience, le talent pour essayer de trouver
une coalition d'action sur un gouvernement, j'allais dire, inédit sous la Ve République. Guenel Lamarque, pendant que je vous pose une petite question subsidiaire, vers quoi justement le gouvernement Barnier, à quoi doit-il s'attaquer en premier? Est-ce que c'est la dette, réformer de ce côté-là? C'est quoi qui vous semble indispensable dans les premières actions de la droite? Ça ne vous a pas échappé que je n'ai pas été consulté sur le sujet, que nous avons des brillants énarques qui pourront y répondre. Moi, je vous dirais de manière, là encore, très terre à terre, il faut s'occuper des priorités des Français. Et moi, j'en vois une très rapide, c'est les problématiques d'inflation et de pouvoir d'achat. On ne peut pas parler aux Français si à un moment on ne leur redonne pas du pouvoir d'achat et de l'aisance économique. Ça, c'est la priorité. Et après, on a plein de sujets à traiter. Naturellement, le sujet de la dette qui est abyssal. Nous sommes à plus de 6%, alors que la règle de Maastricht est à 3%. Donc là, il y a un vrai sujet. Et naturellement, tous les problèmes d'insécurité, voire d'immigration qui se posent dans le pays. Éric Pouliat, vous qui représentez la majorité présidentielle dans ce studio, vous voyez avec un gouvernement un peu de vieux routier de la droite, Bruno Retailleau, premier nom qui a fuité pour l'intérieur, vous voyez avec ces élus, enfin ces personnes-là de la droite pour travailler? Déjà, c'est ceux qui ont voulu travailler ensemble, parce qu'au départ, quand même, si le président va piocher dans le seul parti finalement qui n'appartient pas à un des blocs, les LR, seul parti de gouvernement, je ne parle pas des autres groupes politiques à l'Assemblée, mais le seul groupe politique qui n'appartient pas à un bloc de gouvernement, ce sont les LR. Donc on va piocher là-dedans en nommant un Premier ministre LR et en demandant à ce Premier ministre de faire avec les trois blocs. Bon, déjà, il y a un bloc qui claque la porte tout de suite, c'est le NFP, en disant « bah non, nous, on ne veut pas gouverner avec la droite », contrairement effectivement à ce qui se fait dans d'autres démocraties en Europe. Donc là, je renvoie aussi la balle à M. Rousset sur son commentaire de tout à l'heure, quand il disait qu'on voit ça nulle part ailleurs. Et deuxièmement, il y a un autre bloc qui est écarté, celui du Rassemblement national ou nationaliste, j'ai envie de dire, parce que les autres refusent de travailler avec lui. Donc vous vous retrouvez avec quoi? Avec le bloc central et ce groupe LR avec lesquels il faut composer. Le bloc central qui lui-même a un large spectre de sensibilité, puisqu'il y a des gens qui viennent de la gauche, il y a des gens qui viennent de la droite, etc. Donc oui, aujourd'hui, les ministres LR, ils représentent l'électorat LR. Qu'est-ce qui reste de l'électorat LR? Parce qu'il faut voir que beaucoup de gens sont déjà partis ou chez Macron ou au RN, et que ceux qui restent au LR, c'est... ils sont à l'image de Bruno Retailleau, c'est un électorat conservateur, de droite. Mais en fait, ce que vous décrivez, c'est mieux que rien, ça fait pas trop rêver. Cher Éric, oui. Je ne me considère pas comme conservateur vieille France. Non. C'est mal me connaître. Je suis plutôt tout à fait. libéral, démocrate, européen, élus locaux, social-chrétien. Ça, je veux bien l'entendre, mais conservateur, surtout pas. Allez, Bruno Retailleau est un peu catalogué comme ça, donc tu n'es pas Bruno Retailleau. Je ne mets pas tous les LR dans le généralisation. je mets pas tous les LR dans le même panier, bien évidemment, mais il représente en tout cas une frange de cet électorat. Edwige Diaz, est-ce que ça vous fait rêver cette politique de mieux que rien? Est-ce que ça fait rêver les Français? J'ai pas l'impression. Non, je ne le crois pas. Mais moi, vous savez, je ne suis pas étonnée que les Républicains se soient presque précipités, pour certains, vers ces ministères, en fait. Parce que les Républicains sont finalement la béquille des macronistes depuis un certain nombre d'années, en tout cas depuis la législature de 2022, puisque je rappelle qu'à chaque motion de censure, en fait, il n'y en a aucune qui a été validée, précisément parce que les Républicains ont refusé de la voter. Je rappelle aussi qu'un certain nombre de Républicains ont été élus dans leur circonscription parce qu'ils n'avaient pas de candidat macroniste face à eux. Donc en fait, cette alliance, elle existe déjà. Et moi, je faisais partie de ces Français qui ne croyaient pas Laurent Wauquiez en juillet 2024, qui disait « Nous sommes une opposition à Emmanuel Macron ». Je ne croyais pas non plus M. Retailleau au mois d'août qui disait « Nous ne ferons pas un gouvernement ». Et puis finalement, au mois de septembre, on voit bien que tout ce petit monde s'est réuni pour construire cette coalition qui, à mon avis, est très fragile, qui a toutes les chances de ne pas durer. Et c'est peut-être la meilleure chose que nous repartions aux urnes l'année prochaine dans le cadre d'une dissolution
de manière à ce qu'il y ait à nouveau une consultation du peuple, et j'espère que les Français ne se feront... Oui, c'est mon avis que je donne. C'est mon avis que je donne parce que je pense que c'est ça dans une démocratie, de revenir aux urnes. Et puis les Français, je pense qu'ils ne se feront pas avoir par ces désistements de la honte et qu'ils peut-être persévéreront dans leur vote. En tout cas, je leur dis, ils n'ont aucune peur à avoir du Rassemblement national. S'il n'y avait pas eu ces désistements de la honte, le Rassemblement national aurait aujourd'hui environ 300 députés et la France aurait un cap clair. Florence Guéry, avec les noms qu'on voit sortir de chapeau, vous redoutez, j'imagine, la politique qui va être mise en place. Qu'est-ce qui, selon vous, vers quoi il faut aller ? Alors, je ne parle même pas de transition écologique, parce que pour l'instant, on ne sait pas qui sera le ministre qui va chapeauter ce ministère, mais qu'est-ce que vous craignez et vers quoi il faut aller dans ces premiers mois ? Alors, d'abord, effectivement, j'allais dire un peu m'importe, moi, le casting, mais sur la base de quel projet ? On n'y voit toujours rien dessus. Et quand on voit que sur la question de l'augmentation des impôts, après, il faut voir comment, quelle tranche, etc., ils sont incapables de se mettre d'accord. Moi, je ne vois pas très bien, déjà même en interne, comment ils vont gouverner ensemble. On va arriver à cette difficulté, en plus d'une double cohabitation, c'est-à-dire avec le président de la République, et aussi, je le crains, avec le Parlement. Je voulais revenir sur ce que disait Gwenaëlle Lamarque, sur quand ça va mal, on appelle un gaulliste. J'allais dire quand même que les derniers gaullistes qui se tiennent encore, Dominique de Villepin ou Jean-Louis Debré qui est quand même le fils du papa de la Ve République, ont tous rappelé, on ne peut pas dire que ça soit des gauchistes forcenés, la bizarrerie de cette nomination. Sur ce que vous disiez, finalement, nos craintes et un petit peu nos préconisations, elles sont à double titre. On parlait de démocratie, regardons les conditions dans lesquelles le budget de l'année dernière s'est voté par 49.3. L'ensemble des réductions, des annulations de crédits qui ont eu lieu aussi par décret. L'ensemble encore des imputations qu'a fait un ministre démissionnaire cet été. Donc tout ça, ça nous interroge beaucoup sur comment on débat. Et puis, la cerise quand même sur le gâteau, on se retrouve avec des présidents de commission des finances qui sont obligés d'aller réclamer à la porte des ministères pour avoir les lettres plafond et savoir comment on peut travailler. On va se retrouver quand même début octobre, avec un texte où on aura quelques heures à peine pour faire des amendements. Donc c'est extrêmement préoccupant. Et pour terminer peut-être dessus, c'est le premier grand principe, et Pierre Moscovici l'a d'ailleurs rappelé, cette règle des 3% et commencer à sabrer n'importe comment pour redresser le budget, ça nous semble juste en dépit du bon sens. Et pour rappel, le Covid et la crise en Ukraine ont bon dos. Ils ne sont qu'une partie des déséquilibres qui sont aussi liés au manque de recettes fiscales. Pour finir sur ce sujet, Éric Pouliat, ça sera quoi votre ligne, votre ligne à pas dépasser ? On a entendu les impôts, vous allez nous dire, est-ce qu'une hausse d'impôts, ça vous semble, c'est une ligne de fracture avec les marcheurs. Ça sera quoi votre ligne de fracture entre la droite et vous, la majorité présidentielle ? Oui, c'est une ligne très clairement. On a passé 7 ans à baisser les impôts des Français pour justement augmenter leur pouvoir d'achat. C'est pas pour aujourd'hui acquiescer pour que à nouveau on le retaxe. Autant que nous sommes un pays déjà très lourdement taxé à différents niveaux. Donc effectivement, le pouvoir d'achat des Français est quand même l'objectif numéro 1 et je pense qu'il est partagé là-dessus. Je pense que là où il y avait des points de convergence possibles, c'était sur les enjeux aujourd'hui du pays. Et je pense qu'on peut les partager. Là où nous ne sommes pas d'accord, c'est sur les solutions. Et c'est toujours le même sujet. Quand, par exemple, la gauche veut abroger la réforme des retraites, que le RN aussi, bien sûr, ok. Mais c'est quoi la solution pour, derrière, faire survivre notre système de retraite ? Eh bien, les solutions, là, par contre, s'opposent. Donc, on peut trouver des convergences pour combattre tout ce qu'a fait Emmanuel Macron, mais sur quelle solution nous sommes d'accord ? Là, c'est là où le problème va se poser. Une réforme indispensable en cette rentrée, selon vous ? Une réforme indispensable... Ou en tout cas, un acte politique.
Moi, je pense que l'acte politique fort, c'est surtout dans la méthode. Il faut que ce gouvernement montre qu'il ne soit pas dans la toute-puissance pensant avoir gagné, parce que ce n'est pas le cas. Encore une fois, personne n'a gagné. Et qu'il doit montrer qu'il est à l'écoute des Français et qu'il va répondre dans la plus grande objectivité possible, justement, aux problèmes que nous avons à évoquer, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la sécurité, l'accès aux soins, etc., l'éducation, tout aujourd'hui le régalien sur lequel les Français sont en demande. Florence Guéry, très rapidement, une réforme ou un acte politique indispensable. Alors, j'en avais plusieurs, mais les écologistes ont quand même annoncé qu'ils voteraient toutes mesures qui vont dans le sens de plus de justice fiscale. Ok. Non, mais vous vouliez que j'aille vite, mais sinon j'ai beaucoup de choses à dire aussi sur les coupes budgétaires sur le fonds vert, par exemple. Edwige Diaz, pareil, un acte politique indispensable dans cette rentrée avant de finir. Oui, un point d'attention particulier, c'est sur le budget 2025, où l'on vient d'apprendre que le gouvernement envisage d'augmenter encore davantage la contribution de la France au budget de l'Union européenne pour le porter quasiment à 30 milliards. Et je pense que c'est un déni de démocratie quand on voit le score réalisé par les macronistes et par les LR au moment des élections européennes qui équivaut environ à la moitié de celui qu'a réalisé Jordan Bardella. Allez, vous êtes bien sur RCF Bordeaux, on change de sujet dans notre émission politique en direct. Après le futur gouvernement, place à un sujet local. En Gironde, Bordeaux doit-il se doter d'armes létales pour ses policiers municipaux ? Beaucoup de villes de gauche s'y refusent. Nantes, c'est non. Lille, c'est non. Paris, c'est non. Mais à Bordeaux, le maire écologiste, Pierre Urmic, prend le temps de la réflexion après de nombreuses agressions ou faits en tout cas relevés cette dernière année. Florence Guéry, je commence avec vous. Pour la gauche, selon vous, c'est non et ça restera non, alors même que les policiers municipaux sont de plus en plus en première ligne. Non, actuellement, Pierre Urmic est en train de réfléchir. Il a reçu l'ensemble des forces syndicales et les policiers ces derniers mois pour écouter, j'allais dire, leurs doléances, leurs craintes. Il y en avait un certain nombre, dont celle-ci sur la question du sentiment d'insécurité. Donc pour l'instant, il y a un travail en interne avec des groupes de réflexion qui sont menés, mais je crois qu'il ne faut pas faire du tout de dogmatisme sur cette question. Donc pour l'instant, non, c'est pas... Après, c'est aussi lié... Enfin, je voudrais qu'on revienne quand même au-delà de cette question. Moi, j'ai pas de religion sur ça. Par contre, ce que je vois, c'est que les municipalités sont de plus en plus obligés de compenser les carences de l'État. Donc je pense que c'est plutôt sur ce sujet qu'il faudrait qu'on se penche. Et après, si vous voulez, on reviendra sur le contrat de sécurité intégré qui a enfin été signé après un mois de stand-by sur le bureau de M. Darmanin. Éric Pouliat, désengagement de l'État, ce qui met les policiers municipaux dans de nombreuses communes en première ligne. C'est eux qui arrivent en premier sur certains faits. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut que la majorité ou tous les policiers municipaux soient armés ? Tout le monde est en première ligne sur la voie publique. Les policiers, les nationaux, les policiers municipaux, les gendarmes. Mais c'est pour ça que les délinquants ne font pas la différence entre un uniforme ou un autre. Et donc c'est pour ça qu'il est important de sécuriser et de protéger les policiers municipaux autant que les autres. De la même façon, ils doivent agir immédiatement. Quand vous êtes notamment avec le développement des attaques terroristes qu'on peut voir, attaques au couteau, quand vous êtes face à un individu dangereux avec un couteau, si vous n'avez pas d'arme létale, bon courage. Il faut être champion du monde de taekwondo pour y arriver. Sinon, vous mettez votre vie en danger ou en tout cas celle des passants. Donc, je pense que la nécessité aujourd'hui de l'armement est clairement montrée, évidente. Le désengagement de l'État, moi, j'ai pas de honte. En 7 ans, on a rétabli le nombre de policiers qui avaient été enlevés par les gouvernements précédents. Donc, nous, on a mis des policiers dans la rue. Donc, j'ai pas de là-dessus, on peut pas. C'est un procès qu'on peut pas nous faire et on a une loi de programmation, d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur qui continue de mettre des effectifs de police, etc. Seulement les besoins sont grandissants et les besoins ils sont pas uniquement liés à la question de la délinquance, ils sont liés aussi à l'organisation de la commune, etc. Donc les maires peuvent pas s'exonérer complètement de leur rôle de sécurité sous principe que ça serait une mission régalienne. Je veux dire la façon dont vous faites la ville, vous générez aussi de la délinquance. Donc, ou pas d'ailleurs. Et la façon dont vous pouvez défaire la ville, vous pouvez repacifier un territoire. Donc les maires sont aussi acteurs de cette sécurité. Donc je pense que c'est bien que ce soit un partenariat, c'est un continuum de sécurité
aujourd'hui qui existe entre les villes et l'État, et c'est très bien comme ça, chacun est à son niveau, mais il faut armer les policiers municipaux pour les protéger, pour protéger les passants. Florence Guéry, juste réaction avant de donner la parole à Edwige Diaz. Oui, juste, on est bien d'accord, les municipalités et la ville de Bordeaux ne se dessaisit absolument pas de ce sujet, de ce problème, au contraire, puisque d'ailleurs, ils sont en train de travailler un nouveau programme un petit peu qui va refondre et remanier l'ensemble un petit peu des missions de la police municipale dans un esprit un petit peu de copilotage et de co-construction sur les questions de sécurité, mais travailler beaucoup plus en fond aussi toutes les questions des incivilités qui génèrent de l'insécurité. Et si je peux me permettre juste un petit complément, la sécurité n'est pas qu'une question sécuritaire, c'est une question aussi d'urbanisme, de transport, d'accès aux soins, au logement, etc. C'est aussi tout ça, la délinquance, et c'est pas uniquement une question de sécurité. Edwige Diaz, alors dans le Blayais, chez vous c'est plutôt la gendarmerie pour le coup, vous êtes en zone gendarmerie. Pour vous, policiers municipaux armés, c'est nécessaire ? Oui, nos policiers municipaux sont en première ligne face à l'augmentation de l'insécurité, des violences, de la délinquance, des refus d'obtempérer aussi, bref, de l'ensauvagement de la société. Et moi, c'est vrai que je ne suis pas d'accord avec la position politique de Pierre Urmic qui décide de prendre son temps, qui devait donner une réponse au mois de juin. Finalement, il retarde à plus tard, peut-être au mois de septembre, c'est ça. Mais moi, je voudrais surtout qu'il écoute sa police municipale, dont je rappelle qu'elle a été en grève le 28 juin dernier. Et moi, je suis comme, je crois que c'est 59% des Français qui souhaitent l'armement de la police municipale. Et d'ailleurs, au Rassemblement national, nous avons déposé en avril l'année dernière une proposition de loi visant à rendre obligatoire l'armement des police municipale dans les communes supérieures à 10 000 habitants. Il y avait une petite dérogation si jamais le maire s'y opposait absolument en justifiant sa demande. Et donc oui, moi je pense que nos policiers municipaux ont besoin d'être armés. Ils ont aussi besoin, comme toute la police, d'une présomption de légitime défense. Et en tout cas, ils ont notre soutien. Guénel Lamarque, un témoignage de terrain. Dans votre ville du Bouscat, les policiers municipaux, ils sont armés. Votre maire, Patrick Beaubé, était contre au départ. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis ? Alors d'abord, il y avait un débat dans l'équipe, ce qui est relativement normal dans les équipes majoritaires. Le point de basculement a été la situation après la Covid, où nos agents municipaux ont été confrontés à des interventions qui, sur le papier, sont simples, mais qui sont devenues compliquées, notamment avec des formes d'agression à l'arme blanche. À partir de là, il y a eu une saisine de la part de nos agents pour réfléchir à cette solution, et nous avons abouti avec un accord. C'est une volonté politique, naturellement, de, sécuriser d'abord nos agents. C'est aussi un vrai investissement, tant financier que professionnel, parce qu'il faut tout simplement revoir les locaux de la police municipale, avoir une SARM totalement sécurisée pour entreposer les armes, mais c'est aussi de la formation, une formation lourde, car dès lors qu'on arme un agent municipal, il doit suivre une formation relativement lourde. Quoi qu'il en soit, et la position, et du moins la mienne, a toujours été dans ce sens, il faut pouvoir donner à nos agents municipaux les pouvoirs de dissuasion, parce que je rejoins Éric Pouillard, les délinquants ne feront jamais de distinguo entre un homme en bleu, gendarmerie, police nationale ou police municipale. Mais je rejoins aussi Florence sur un point, c'est que moi, ce que je vois depuis 2020, au-delà de l'augmentation des effectifs quantitatifs de la police nationale, c'est que nous suppléons beaucoup plus souvent les tâches de la police nationale, et qu'il y a donc une problématique sur une mission régalienne de l'État. Clément, vous ne m'avez pas posé la question de qu'est-ce qui pourrait être la première mesure d'un gouvernement Barnier tout à l'heure, donc je vous réponds. Ça peut être notamment une mesure assez concrète sur la sécurité, car la sécurité, c'est la première liberté des Françaises et des Français. Vous avez 30 secondes, Florence Guéry, une toute petite réaction. Il faut quand même rappeler aussi que l'ensemble des communes souffrent d'un problème
pour recruter des policiers Tout à fait. municipaux et que la Absolument. question des conditions d'attractivité, donc on peut se demander Absolument. si l'armement en fait partie ou non, qu'on soit pour ou contre, mais c'est Absolument. un vrai sujet. Éric Pouliat, pour Oui, finir, absolument. dernier mot, pareil en 30 secondes. Je voudrais rajouter que les policiers municipaux sont des professionnels, ils sont formés, ils viennent souvent de la gendarmerie et de la police d'ailleurs nationale, ils sont habitués De à l'armée. l'usage ou de l'armée, ils sont habitués à l'usage des armes et il faut leur faire confiance et surtout leur donner les moyens de se protéger. Eh bien voilà, on va rester là-dessus sur notre sujet armement de la police municipale. Je tenais à vous remercier tous les quatre. Merci beaucoup d'être sur les ondes d'RCF Bordeaux pour notre première émission de l'année Regard sur l'actualité version politique. On vous retrouve tous les mois, une fois par mois pour cette émission politique. Je rappelle Florence Guéry, députée suppléante à Bordeaux Centre, Edwige Diaz, députée Rassemblement National du Blayais, Éric Pouliat, député sur Mérignac dans l'agglomération bordelaise, Guénel Lamarque à distance, merci à vous, premier adjoint de Volteville du Bouscat et conseiller métropolitain Les Républicains. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été sur RCF et je souhaite à tous nos auditeurs et nos auditrices une très bonne journée à l'écoute d'RCF Bordeaux. Merci. Merci.